Bonjour mes chers étudiants et étudiantes. Donc aujourd'hui, on va voir un peu qu'est-ce que c'est que l'évaluation, donc les catégories de l'IUCN et la liste rouge de l'IUCN. Donc si vous voulez, c'est une introduction à la liste rouge de l'IUCN et parler un peu, expliquer ce processus que les experts de l'IUCN font pour évaluer les taxons. Alors, l'IUCN, c'est l'Union internationale de conservation de la nature. Et actuellement, c'est l'organisme donc le plus crédible, à travers donc à l'échelle internationale sur le classement et la catégorisation, donc le classement en appliquant des catégories aux différents taxons sur la Terre. Donc, il fait des évaluations, si vous voulez, donc globales. Alors, les catégories de l'IUCN, c'est quoi? Donc, c'est un système qui est fait par les experts de l'IUCN et dont le rôle est de faciliter son usage. Parce que le long de ce cours, vous allez voir que pour appliquer une catégorie, pour proposer à l'IUCN, donc n'importe qui peut le faire. Ce n'est pas, il va proposer donc un ensemble d'outils qui sont actuellement tous donc sur Internet, disponibles sur le web, donc qui va permettre donc rapprocher à un public très large d'utilisateurs. Pas seulement qui vont l'utiliser pour faire eux-mêmes donc des propositions à l'IUCN qui donnera la catégorie. C'est-à-dire que un groupe d'étudiants, un étudiant qui fait sa thèse, des chercheurs donc au niveau universitaire, mais aussi donc pour les gestionnaires, etc. Bref, que le public, une cible donc de public très large, qui pourra utiliser donc ces guidelines, ces explications que donne l'IUCN sur l'ensemble donc d'outils qu'elle met à la disposition, pourront donc proposer un changement de catégorie ou de critères. Qu'est-ce que c'est donc les critères et les catégories? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, pour le dire simplement, on a des taxons, des espèces, etc. Actuellement, il y a aussi une catégorisation des écosystèmes et on a donc des critères qu'on doit appliquer ou on doit confronter donc ces taxons à ces critères pour que l'IUCN, donc les commissions de l'IUCN vont lui donner une catégorie. On va dire une espèce est vulnérable ou bien une espèce est en voie d'extinction critique, en danger critique d'extinction. Une espèce qui est commune, qui n'a pas de problème de conservation, etc. Et on va voir donc tous ces détails. Mais bref, que juste pour vous dire que le système d'évaluation, le processus d'évaluation de l'IUCN, c'est que c'est un système qui se veut donc facile, simple, aisé pour son utilisation. On ne le fait pas spécifiquement donc pour des gens qui ont un certain niveau, donc des chercheurs, des grands scientifiques, etc. Alors les catégories de l'IUCN, donc pour la liste rouge, se veulent donc un système qui est simple, facile à comprendre et qui permet donc de classer les espèces qui risquent donc d'être éteintes, de s'éteindre à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est ce que je viens aussi de dire. Donc pas seulement faciliter, mettre à la disposition du public ou des gens qui vont l'utiliser un système de classification qui est simple, facile à aiser, mais aussi afin de pouvoir inclure donc la plus large gamme possible d'espèces selon leur risque d'extinction.
Alors les objectifs ou les buts donc de ces catégories qui sont proposées, enfin les catégories de l'IUCN, c'est donc, je viens de le dire, donc c'est pour offrir un système qui peut être utilisé de manière cohérente par différents groupes d'utilisateurs. Peu importe donc leur niveau, ce sont de grands scientifiques, des gens normaux, des gestionnaires, etc. Améliorer donc l'objectivité en fournissant donc à ces utilisateurs des moyens donc et des orientations qui leur permettront donc de pouvoir faire cette évaluation et chercher donc les facteurs qui peuvent entraîner donc l'extinction des espèces ou qui peuvent donc augmenter, rendre plus élevé, plus grave le risque d'extinction qui pèse sur les espèces. Ils permettent donc aux utilisateurs également, qui utilisent donc la liste d'espèces menacées, de mieux comprendre la démarche. Et justement, il y a une démarche à suivre. Si je veux proposer par exemple une catégorie à l'IUCN, une espèce qui n'était pas menacée, qui est devenue menacée, je dois donc suivre les démarches et donc pour faire cette démarche, je dois bien la comprendre et qui me l'explique, donc ce sont les guidelines, etc. qu'on trouve donc, qui sont faites par l'IUCN. Alors depuis leur adoption par le Conseil en 1994, les catégories de l'IUCN ont acquis une reconnaissance et sont reconnues à l'échelle internationale. Ils ont une reconnaissance les catégories, sinon donc ça n'a pas de sens. Alors je vais vous donner par exemple, l'IUCN fait aussi la catégorisation des aires protégées. La dernière fois, lors de notre cours sur les aires protégées, on a vu que par exemple les réserves sont faites au niveau, on les installe à l'intérieur de parcs nationaux et je vous ai dit que ces parcs nationaux sont catégorisés par l'IUCN. On a la catégorie 1, on avait un A, 2, 3, 4, etc. Et donc je vous ai dit que pourquoi il est important qu'une aire protégée soit reconnue à l'échelle internationale. Est-ce que quelqu'un se rappelle pourquoi? Pourquoi il est important? Au Maroc, nous avons 10 parcs nationaux. Le Maroc, il est libre de faire ce qu'il veut, c'est un pays qui est souverain. On peut créer 40 aires protégées, mais une aire protégée, c'est qu'elle soit reconnue à l'échelle internationale. Pourquoi reconnue? Parce que pour faire fonctionner une aire protégée, un parc, il faut de l'argent, il faut un financement très important. Et donc, les gouvernements seuls des pays en émergence ne peuvent pas faire fonctionner avoir les infrastructures, la surveillance, etc. Et donc, plus une aire protégée est reconnue par l'IUCN qui est de sa part donc reconnu à l'échelle internationale, ces catégories, plus donc on pourra obtenir de financement de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies, etc. Donc ça de la reconnaissance, elle est importante. Et c'était un exemple pour vous donner que les catégories de l'IUCN sont actuellement les plus reconnues à l'échelle internationale. Alors, l'IUCN produit un nombre important et diversifié donc de publications, de listes, etc., par de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Et donc, au début, donc, on avait des documents qui sont imprimés sur papier, mais ça fait déjà donc plusieurs années que on ne publie plus sur papier, mais on a donc tout est disponible sur le net. Alors il y a tout le temps des actualisations, chose qui est normale parce que si l'IUCN fait une catégorisation des taxons, je ne veux pas dire espèces parce qu'elle fait aussi la catégorisation pour les familles, etc. On va dire espèces. Donc les espèces, est-ce que vous pensez que les espèces restent dans un état stable? Leur état de conservation? Non, qu'est-ce qui se passe? Le changement positif ou négatif?
parfois positif, parfois négatif, mais c'est surtout, ce qu'on voit sur notre planète, c'est surtout des changements qui sont négatifs. Les espèces, on a dit que la biodiversité, la dernière fois on a parlé au cours de l'année 2020, l'IUCN dit qu'il y a 31 espèces qui ont disparu de la Terre. D'accord? Donc c'est surtout l'activité, l'homme, nous ne cessons de nous accroître, donc il y a une croissance démographique exponentielle sur la planète. Plus l'humain est nombreux, plus la pression sur les ressources naturelles est importante et l'utilisation d'elles. Donc augmentation de l'activité anthropique en général implique donc l'érosion, la dégradation de la biodiversité. Et généralement, les espèces, sauf quelques rares exemples, les espèces sont en train de monter donc en catégorie de l'IUCN, c'est-à-dire de devenir de plus en plus menacées. Alors, en 1991, par exemple, la version 1 de l'IUCN, elle a surtout, donc c'était un début si vous voulez, elle a surtout donc inclus les grands vertébrés. Puis d'autres versions, la version 2, elle a inclus aussi les espèces non menacées. Parce que vous allez voir que les catégories, il y a les catégories qui sont menacées, les catégories qui sont non menacées. Au début, on n'avait pas de catégorie non menacée. Alors pourquoi on a mis les espèces menacées aussi? On va en parler dans un moment et c'est important parce que les espèces non menacées peuvent devenir menacés ou il y a une pression trop grande sur eux et qui les rendra espèces menacées. Et puis donc il y a eu d'autres versions, donc au début des années 90, puis etc. D'accord? Qui ont inclus donc d'autres, c'est devenu plus large, on a les plantes, une grande catégorie, donc bref que c'est devenu de plus en plus global et même donc il y a peu de temps, il y a eu aussi une évaluation de la création de catégories pour les écosystèmes. Je viens de faire le même cours il y a un moment avec l'autre groupe et c'est un étudiant qui a attiré mon attention. À la fin, il est venu, il m'a demandé, madame, et la conservation des habitats, vous avez parlé donc de l'état de conservation des espèces, des taxons, mais pas des habitats. Je lui ai dit que nous étions en train d'expliquer, de parler un peu de ce processus d'évaluation de la création de listes rouges et donc des catégories pour les espèces et les taxons. Mais en fait, on sait qu'en conservation, si on ne conserve pas un habitat, on ne peut pas conserver l'espèce. Autrement dit, la conservation uniquement de l'espèce n'a pas de sens, elle est insensée parce qu'il faut protéger l'habitat où l'espèce vit pour pouvoir la protéger. Donc actuellement, il y a aussi des catégories pour les écosystèmes qui n'est pas encore dans mon cours, étant donné donc qu'on va passer au système bachelor, etc. Probablement, on changera nous aussi donc le contenu, on remodèlera donc le contenu de nos cours et on parlera de ça. Mais c'est juste pour vous attirer votre attention sur le fait que la catégorisation des écosystèmes donc existe et que elle est aussi fondamentale, peut-être même plus que pour la catégorisation des espèces. Alors nous avons ici donc deux parties. Nous avons les espèces qui sont non évaluées et nous avons les espèces qui sont évaluées. Alors les espèces non évaluées, on a leur catégorisation qui est not evaluated. Alors pour les catégories, même si elles sont on les traduit dans différentes langues, le nom de la catégorie ou l'abréviation reste celle qui est fait l'original et qui est en anglais. Okay? Donc non évalué, not evaluated, non évalué. Et on a les espèces qui sont évaluées et qui sont réparties en les deux catégories que vous voyez en haut à droite, les espèces éteintes et les espèces éteintes à l'état sauvage, et en bas les données insuffisantes, data deficient. Donc ces trois catégories sont on ne peut pas parler d'espèces menacées. Pourquoi? On a les espèces éteintes, c'est-à-dire les espèces qui ont disparu. الأنواع البيولوجية الأنواع التي انقرضت. يعني un exemple
Par exemple, justement pour le dernier cours que nous avons fait, on a parlé de combien d'espèces qui ont disparu en 2020? 31 espèces, parmi lesquelles donc, il y avait 3 grenouilles. Donc ces espèces sont éteintes. Ils ont disparu de manière définitive. Et il y a la seconde catégorie qui est éteint à l'état sauvage. Ça veut dire que c'est un animal ou une plante qui existe encore, mais pas à l'état sauvage, sylvestre dans la nature, qu'on ne peut pas trouver en marchant dans une forêt ou sur des dunes littorales, mais qui existe dans des endroits comme les parcs zoologiques, les aquariums, les banques de graines, etc. L'exemple du lion de l'Atlas, donc qu'on ne trouve plus dans la nature, mais qui a quand même été, donc qui a été conservé au niveau des ménageries royales, parce que vous savez que les rois, en général, de par le monde, ont toujours dans leur palais des animaux, donc des tigres, des lions, ça date donc depuis des siècles, et que donc au Maroc, au temps donc de feu Sa Majesté Hassan II, il y avait au niveau de la ménagerie royale du palais, il y avait des lions. C'est le lion de l'Atlas qui est endémique du Maroc et qui par la suite donc a été donc transporté au niveau du parc. Je pense qu'il est au parc zoologique de Smara. Et donc c'est un animal qui n'existe plus, une espèce qui n'existe plus dans la nature, mais qui a été conservée. Et donc les exemples donc sont nombreux. J'ai juste donné un exemple marocain qui est à nous. Ça, donc c'est ce qu'on appelle, ce sont des espèces qui sont éteintes à l'état sauvage, qu'on ne trouve plus dans la nature, mais qui ont été donc qui sont sauvegardées. Pour le lion de l'Atlas, il y a donc il se reproduit, mais il y a eu beaucoup d'introductions génétiques, donc il a un peu changé peut-être Adam, mais bref, que c'est juste pour vous donner un exemple. Alors et puis nous avons les trois catégories d'espèces réellement, enfin pas réellement, les espèces menacées et qui sont en danger critique d'extinction, en danger et vulnérables. Donc ça, ce sont les 3 catégories de menaces. Ensuite, nous avons les espèces qui sont considérées comme étant quasi menacées, near threatened, c'est-à-dire qui vont bientôt, si l'impact négatif continue sur eux et sur leurs habitats, ils vont monter à l'autre catégorie. Et enfin, les espèces les plus communes, les plus abondantes, etc., sont considérées dans la catégorie préoccupation mineure qui est least concern. Donc, je répète, nous avons l'IUCN a actuellement pour la classification ou catégorisation des taxons 9 catégories qui sont éteints à l'état sauvage, en danger critique d'extinction, en danger vulnérable, quasi menacé, préoccupation mineure, données insuffisantes et non évaluées. 9 catégories qui existent actuellement. Alors, la question que nous pouvons nous poser et qui concerne donc ce système de mesure du risque d'extinction de l'IUCN, en fait parce que c'est ce que les experts de l'IUCN font, c'est mesurer le risque d'extinction. L'extinction, on va dire que certes ça a été donc le destin de la plupart ou de presque tous les êtres vivants qui ont existé sur notre planète, puisque nous avons eu 5 extinctions, mais sur des aires géologiques, et on peut dire que ce sont des extinctions naturelles, la plus fameuse étant l'extinction Crétacé-Tertiaire, et où on a assisté à la disparition des dinosaures. Mais il y a toujours un renouvellement, donc il y a un renouvellement si vous voulez, ou une évolution, comme si on pouvait dire une espèce qui disparaît, mais qui donne lieu à une autre espèce. Et il y a par ailleurs une étude qui a été faite, donc, ou une découverte donc, qui a été faite
par un chercheur, donc un paléontologue, Charles Walcott, et qui a découvert un schiste, donc le schiste de Burgess. Et dans le schiste de Burgess, qui est très particulier parce qu'il y a eu la conservation, généralement les fossiles sont les parties dures, les dents, les os, etc. Or, dans ce schiste de Burgess, il y a eu la conservation des parties molles, les parties molles, et il a montré que au niveau du schiste du Burgess, 99% des espèces qui vivaient dans cette période n'existent plus actuellement. Donc 99% de la biodiversité, bref que au cours de ces 5 extinctions, il y a eu d'ailleurs des extinctions où on a eu par exemple les organismes marins ont été décimés, ils ont disparu. Mais il y a toujours ce renouvellement parce que ce sont des extinctions naturelles. Or, actuellement, nous assistons, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ne sommes-nous pas actuellement à la 6e extinction ?» Effectivement, nous avons des espèces qui disparaissent, mais cette fois à une échelle humaine. C'est-à-dire qu'en 10 ans, en 2020, on a eu 31 espèces qui ont disparu. Et il y a un rythme journalier effrayant d'espèces qui disparaissent chaque jour. D'accord, ce sont donc, mais alors, les espèces sont confrontées à un risque d'extinction. كل نوع مهدد بالانقراض. إذا شنو كتعمل l'IUCN elle mesure, elle trouve, donc elle a inventé et elle travaille, ces experts continuent à travailler sur ce système donc du risque. Quel est le risque d'extinction? Il faut le mesurer, des mesures. D'accord? Alors pour pouvoir dire qu'une espèce est en train de s'éteindre, de disparaître, il faut donner des chiffres et des mesures. Donc la question c'est quelle est la probabilité que l'extinction se produise dans une période de temps, sous les conditions du passé, de l'actuel et du futur. D'accord? Le passé, cette espèce, l'état de conservation, comment il est, donc du futur, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai donné tout à l'heure aux étudiants, d'abord je viens de remarquer que quand on fait un cours et on le refait, on le fait de manière différente, on raconte en fait. Quand on fait sur le direct, des exemples, on dit des choses qu'on n'a pas dit pour l'autre groupe, mais bref, en général, parce qu'on n'est pas des machines, donc c'est sûr qu'on va répéter des choses, etc. Alors l'exemple que je leur ai donné, c'est qu'en 2010, nous avons publié avec des collaborateurs espagnols et portugais la liste rouge des amphibiens et des reptiles du Maroc. C'est ma spécialité. Nous avons, parce qu'on a des listes globales de l'IUCN et on a des listes régionales. Les listes régionales sont faites pour la majorité des pays en Europe, par exemple, qui sont des pays qui ont donc des pays développés, qui ont les moyens de faire ça. Donc, ils font des listes pour leur faune et leur flore. Les pays en voie de développement, émergents comme le nôtre, c'est difficile parce que pour faire une liste, ça demande beaucoup de temps, il faut un financement, des ressources, donc pas seulement matérielles mais aussi humaines pour pouvoir faire la liste rouge. Donc après plus de 10 ans de travail, même 20 ans, puisque la liste elle a été introduite elle a été faite en 2010 et nous avons commencé à travailler en 1990 sur les amphibiens et reptiles. Nous avons fait une liste rouge des amphibiens et des reptiles du Maroc. Mais même en 2010, nous sommes en 2021. Ça veut dire qu'il y a 11 ans et que même notre liste, elle est dépassée pour certaines espèces et qu'il faut faire des changements. Alors, acquérir beaucoup d'informations, beaucoup de travail, beaucoup de connaissances de terrain, on peut, confronter nos espèces aux critères et catégories de l'IUCN
pour pouvoir proposer à l'IUCN de faire des changements. L'exemple que j'ai donné aux étudiants de l'autre groupe, c'est le cobra. Le cobra, c'est le hinchbouska. Donc c'est un animal qui est emblématique et qui existe. Donc l'aire de répartition s'étend le long du désert. Le désert kamel, yani depuis la côte atlantique marocaine jusqu'à l'Égypte. Et donc pour l'IUCN, il était classé comme une espèce list concern, yani qui n'a pas de problème de conservation. Parce que parmi justement les critères qu'on utilise, parmi les facteurs qui sont, ou les indicateurs, c'est l'aire de répartition. Si une espèce a une petite aire de répartition, elle est moins soumise à un risque. Son risque d'extinction, il est moins élevé qu'une espèce qui a une large répartition. Très facilement ou rapidement, ici on a le sapin du Maroc qui a une aire de répartition super petite. Donc au niveau du parc national de Salah Semtan, le sommet de Salah Semtan, كاين في جبل تازاوت كاين شويه ديال le sapin. Donc c'est une espèce qui est soumise à un risque élevé, parce que si on a des incendies الله يحفظ العافيه وتحرق le sapin, il disparaît de la planète. Par contre l'olivier, شجر الزيتون, il a une répartition circumméditerranéenne, c'est-à-dire dans le pourtour du bassin méditerranéen. S'il disparaît au Maroc, s'il disparaît en France, il va en Italie, il va en Espagne, le Portugal, etc., etc. Donc ça, c'est pour vous dire que l'aire de répartition est un facteur ou un indicateur important qui est utilisé par l'IUCN بالنسبة للناس اللي بغاو يعملوا une catégorisation. Alors je continue sur mon histoire de liste rouge. Le cobra, il a une aire de répartition qui est large. في ليبيا شكون كيستعملو حتى واحد, في الجزائر non plus, bref peut-être en Tunisie oui, mais pour le Maroc c'est pas une espèce qui est préoccupation, qui est list concern, qui n'a pas de problème. Au cours de nos voyages, nous avons remarqué que par exemple sur Jemaa el-Fna, la place de Jemaa el-Fna, il y a des charmeurs de serpents qui utilisent le cobra. شكون فيكم ما شافش le cobra في Jemaa el-Fna؟ شكون شافو؟ حتى واحد ما شافو ما شافوش. ما الحنش بوسكا كتعرفوه لو كوبرا, ديك الحنش اللي راسو كيعلي راسو. Le cobra, c'est une espèce qui est emblématique du Maroc quand même. C'est un beau serpent, il est extraordinaire وعنده واحد la puissance. إلا وقف قدامك لو كوبرا راه كتحس بواحد الإحساس غريب, c'est pas n'importe quoi. Donc les groupes اللي كاينين كاملين عندهم un cobra. Le groupe اللي ما عندوش le cobra, c'est un groupe اللي ما يشوفوش, il aura pas beaucoup de spectateurs. Les spectateurs aiment voir, يعني كاملين ils ont هذا. Alors on a commencé par ça, par dire tiens, le cobra il est utilisé. منين جا هذا le cobra? Et avec le temps, donc on a commencé par faire des enquêtes. كنا كنمشيو لجامع الفنا كنجلسوا كنقول لهم حتى انا كيقولوا العيساويه ها هي جات. Bon, il y avait des gens de l'extérieur كانوا معايا جوج ديال deux chercheurs, أستاذ ديالي et une autre collègue qui travaille sur هذا. Et c'est moi qui faisais les enquêtes, quand je les معاهم نهار كامل, je leur posais. On a monté un questionnaire. Le questionnaire il était bien monté pour nous pouvoir donc permettre de des résultats. Et après, je vois le problème, le marde ماشي كاين في Jemaa el-Fna. La maladie n'est pas juste à Jemaa el-Fna, mais il fallait remonter d'où viennent ces cobras. Et donc on est parti chercher les chasseurs de serpents, parce que les groupes qui sont à Jemaa el-Fna, généralement c'est rare où il y ait parfois une personne qui va aller chasser, les autres qui connaîtraient des charmeurs de serpents qui aiment le snake charming. Donc on est parti vers le sud et on a cherché les chasseurs de serpents. Et après, donc parmi les plus belles expériences que j'ai eues dans ma vie, c'est d'aller avec eux, parce que ce sont des personnes qui sont des herpétologues, donc la spécialité d'IENA, mais qui n'ont pas de diplôme, mais ils sont des personnes extraordinaires. Le chasseur ماشي هو le charmeur serpent اللي كيكون في جامع الفنا. هذوك هما بالنسبه لي ce sont eux les vrais عيساوة. إذا كانت هاد لا كونفريري ديال عيساوة عندهم واحد المهم سيتي اون اكسبيريونس مانيفيك اي اكستراوردينير اللي كنا كنعيشوها. On partait donc par exemple une semaine et puis كنا شي وحدين même on établissait des contacts avec eux, كنعاودوا نمشيو عندهم عام اخر etc. Comment ils cherchent à partir des traces, ils savent, ils peuvent te dire c'est un mâle, c'est une femelle, il est passé par là, il est parti boire la nuit, il est revenu, des choses extraordinaires. Bref que
Après quelques années, on a rempli beaucoup de fiches d'enquête, on a une base de données assez importante et en même temps, on a cette base de données, donc de l'actuel, des conditions actuelles. Il y avait un monsieur qui s'appelle Valverde, un chercheur espagnol, qui a travaillé au Maroc sur beaucoup de types d'animaux. Il était naturaliste, beaucoup plus qu'herpétologue, et il a travaillé avec les chasseurs de serpents. Alors, parmi les questions qu'on posait aux chasseurs, c'est où est-ce que vous allez chasser? Fin كتمشيو تصطادوا. Alors, في الوقت de Valverde, donc Valverde خلى لي دوني ديالو مكتوبين, il a laissé ses données, نزلهم في le parc ديال دونيانا en Espagne. Donc, on est parti, on a pris les données, وخدينا les données ديالنا et on a fait une confrontation où là on a fait une comparaison entre les conditions ou là les données les traduisent les conditions de le passé ou de l'actuel. On a remarqué que في الوقت ديال Valverde les chasseurs ils partaient juste في la région de Marrakech كيلقاو le cobra كيهبطوا شويه على أكادير كيلقاو le cobra ولتحت بزاف ils ne descendaient pas plus que ça. Par contre les chasseurs quand on leur a parlé presque personne ne va aller chasser dans cette canyon هبطوا لتحت تحت قنميم طنطان la vallée du Badran ديال درعا etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aire de répartition du cobra, il est même chez Chissad, s'il ne va pas partir chasser là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cobra ou bien que le cobra est devenu très rare. Parce qu'eux, ils chassent généralement au niveau des oueds. Des oueds parce que le terrain est sablonneux et où ils trouvent des traces des animaux, c'est plus facile à trouver que dans des régions où il y a de la végétation, des steppes ou des matorrales. Donc ça veut dire, on a tiré les conclusions avec des chiffres bien sûr que l'aire de répartition du cobra s'est déplacée vers le bas. Si elle s'est déplacée, ça veut dire qu'il y a la partie où il n'est plus, il est perdu. Et donc à partir de données comme celle-ci et d'autres données, on a proposé que la catégorie régionale, c'est-à-dire la marocaine, la liste rouge marocaine, dans la liste rouge marocaine, le cobra est menacé et nous l'avons fait monter donc à une catégorie menacée. D'accord? Hadi, c'est un exemple, mais c'est pour c'est quoi? Donc, comment on fait l'évaluation en suivant les catégories donc, les critères d'IELHOM, l'aire de répartition, est-ce qu'elle est devenue plus grande, elle est devenue plus petite, est-ce qu'il y a un impact, l'impact c'est la chasse, etc. Tout ça, ça montre que ça lui permet d'aider. Des choses pour le futur, généralement on fait de la modélisation. Maintenant pour les aires potentielles ou les chihaja, avec les technologies qui existent, la modélisation, on peut travailler sur la répartition des espèces sur des périodes d'années. On utilise aussi donc les prévisions, les gens qui travaillent sur le changement climatique, et on peut dire que l'espèce elle va disparaître en 2050 par exemple, elle va disparaître, qu'elle n'existera plus dans cette région. Alors pour les lycéens a plusieurs outils donc qui nous permettent de باش نعرفوا هاد نخدموا sur نعملوا نحنا بيدنا des listes rouges ou la changer donc proposer les changements de catégorie et vous trouverez tout ça sur l'internet. Et on a donc avec les directives, les guidelines, c'est un document très qui est en français et qui يشرحوا فيه كل شيء les critères, pourquoi la catégorie, les critères, les sous-critères, etc. Vous pouvez partir sur internet, c'est ce qu'on a vu sur cette diapositive, sur celle-là. Vous écrivez le nom de l'espèce اللي كتقلبوا عليها وكتخرج لكم les détails ديالها كاملين. Son état de conservation. Alors, la liste rouge de l'IUCN, les catégories de l'IUCN, on a dit qu'on a 9 catégories. On a les critères A, B, C, D, E, 5 critères, et on a plusieurs sous-critères. Critères 1, 2, 3, etc. A, B, C, I, etc. Ici, vous avez des exemples. Par exemple, une espèce peut être en danger. En plus, elle est dans le critère B, le sous-critère 1, etc. Et ça, pour le voir, si vous êtes intéressé, vous pouvez partir avec le document HADAC et trouver tous ces... Alors, on va récapituler rapidement. Ici, vous avez
toutes les catégories de l'IUCN qui sont au nombre de 9. Donc on a les deux premières, celles qui sont en haut, ce ne sont pas les espèces menacées, éteints à l'état sauvage. Et puis on a les 3 qui sont menacées, en danger critique d'extinction, en danger et vulnérables. Puis on a les 2 qui ne sont pas menacées, presque menacées, préoccupations mineures, et puis donc les données insuffisantes ou bien les taxons qui n'ont pas été évalués. Alors il y a des définitions pour chacun de ces termes. Pour éteint, alors on dit qu'un taxon est éteint lorsque il n'y a plus aucun individu donc dans la nature. Le dernier individu est mort. À titre d'exemple, il y a une grenouille, la grenouille dorée, qu'on n'a plus revue depuis 1989 et qui est considérée comme éteinte parce qu'effectivement donc personne ne l'a jamais revue. Et puis on a éteint à l'état sauvage. Alors quand est-ce qu'on dit qu'un taxon est éteint à l'état sauvage? Lorsque on ne le trouve plus dans la nature, dans sa répartition normale, on ne le trouve plus. On le trouve soit en culture, c'est le cas des plantes, ou bien en captivité, dans une réserve, ou bien dans un parc, dans un parc zoologique, un zoo, ou bien dans un aquarium, ou bien naturalisé. C'est quoi naturalisé? مثلا أنا عندي جنسية مغربية، غنمشي نعيش في فرنسا، غنطلب جنسية غنتسمى فرنساوية ولكن naturalisé. D'accord? Donc naturalisé, بحال اللي غنقولوا مثلا حنا شجر الأرغان، c'est endémique du Maroc, il n'existe qu'au Maroc. لا سمح الله الأرغان ضاع مشى في حالته، ولكن واحد الناس عايشين في البرتغال ils ont pris l'arganier ورجعت تما des populations d'arganier. Donc ça on va dire que les populations sont naturalisées mais l'espèce donc est éteinte à l'état sauvage. Donc si une espèce existe mais elle est nettement en dehors de son aire originale, c'est une espèce qui est éteinte à l'état sauvage. D'accord? غير باش ناكد معكم باش تمشيو معايا مزيان في الكور كوم باقي الحال، باقي لنا شحال باقي لنا هذا الوقت؟ عاد بدينا يمكن ياك شحال باقي؟ ساعة، باقي ساعة. بغيت نقول لكم ان l'examen ce que je vais considérer c'est ce que j'ai fait en présentiel. يعني le dernier cours les aires protégées et ce cours sur la catégorisation des aires. Donc les aires protégées كاملين بهم من الاول حتى الاخر وهاد لي كاتيجوري دي سي ان de A à Z parce que هاد la partie normalement je mettais les aires protégées du Maroc et cette partie je disais aux étudiants d'insister juste sur les catégories. Aujourd'hui je vous demande d'insister sur tous les détails les diapositives que les غادي نشرح لكم. Et ces définitions sont importantes pour moi. Donc on a parlé de éteint à l'état sauvage, ça c'est en danger critique d'extinction, c'est le plus haut degré de la catégorie de menace. Alors on dit que une espèce est en danger critique d'extinction lorsqu'elle est confrontée à un risque extrêmement élevé d'extinction à l'état sauvage. Je ne vais pas faire passer deux en même temps. Donc ça ce sont les 3 catégories de menaces. Donc en danger, elle est confrontée à un risque extrêmement élevé à l'état sauvage. En danger, confronté à l'état sauvage, vulnérable, confronté, risque, état sauvage. Quelle est la différence entre les 3? Quelle est la différence? Oui. On a risque extrêmement très élevé, d'accord? Donc ça c'est la différence entre les 3. Une espèce peut changer, monter, donc de élevé, devenir très élevé ou très élevé extrêmement et sinon elle passe à éteint. D'accord? Et là on a quasi menacé. Donc c'est une espèce qui est près de remplir, elle va faire un pas en avant ou c'est plutôt un pas en arrière pour monter vers la catégorie d'espèces menacées. Donc c'est une espèce qui est près de remplir les critères qui correspondent aux catégories de groupes menacés ou bien que dans un avenir proche elle les remplira. On en parlait tout à l'heure
d'une espèce d'un serpent, mais ça peut être aussi une espèce qui, par exemple, qui remplira les catégories. Donc, les critères. Les critères, c'est par exemple une aire de répartition, ok, qui devient plus petite. Donc, une espèce a une aire de répartition un peu grande, mais qui est dans une zone où il y a beaucoup d'agriculture, il y a des forêts, mais il y a beaucoup d'incendies. L'agriculture, donc on veut faire la déforestation, on coupe, etc., pour gagner plus de superficie. Donc, on voit que la superficie forestière devient de plus en plus petite, et donc l'espèce, elle va bientôt remplir ce critère. Ou bien un impact humain. On capture. On a par exemple la tortue. La tortue, c'est une espèce qui est abondante, qui est la tortue terrestre du Maroc. Elle est abondante là où on la trouve, etc. Mais il y a beaucoup de captures. On la capture pour l'exporter, pour l'utiliser, pour faire des petits instruments de musique, etc. Donc il y a beaucoup de pression. Ok? Et d'ailleurs, elle est montée, elle était least concern, elle est montée à la catégorie vulnérable. Celle qui est préoccupation mineure, c'est un taxon qui a été évalué, parce qu'on a dit qu'il y a des taxons qui ne sont pas évalués et qui n'est pas ni en danger critique d'extinction, ni en danger, ni vulnérable, et ni quasi menacé. Ça, c'est comme des escaliers. Si on fait ça, si une espèce, elle va monter la catégorie de menace, mais elle va descendre, l'état de conservation d'elle, elle va devenir pire. Donc, évaluer d'après les critères, mais ne remplit pas les critères des catégories les fourmina, d'accord, qui sont near threatened, en danger vulnérable, en danger critique d'extinction. Généralement, dans cette catégorie, on a les taxons qui sont les plus larges, répandus et abondants. Je vous ai donné l'exemple de la tortue. La tortue grecque, elle est très abondante. Il y a beaucoup de populations au Maroc, mais il y a eu depuis le siècle passé, même vers les années 50-60, beaucoup d'exportations de manière illégale. Pour vous dire que il y a eu quelque chose de la littérature qui sont terribles. Par exemple, en France, je pense, ou là en Angleterre, ils ont pris un nombre tellement grand, quand les voyages sur les bateaux et on les fait passer en Europe, de tortues qui les ont concassées. اللي كديك الماكينه اللي كطحن لو كونكاسور اللي كطحن الحجر كتعدل القرابه وديك الشيء ils ont concassé ديك لي طورتو كاملين وعطاوهم لو بيتاي. Ils ont fait de l'aliment pour le bétail. Imaginez que c'est horrible, ça fait mal au cœur, mais c'est une réalité. Et il y a juste cet été, l'été 2020, le port Med, il y a eu les douaniers qui contactent sur le champ le département des eaux et forêts. Ils ont attrapé des personnes qui vont faire sortir juste dans le une fois c'était 200 tortues. وخلصوا عليهم 200 مليون اللي كنخرجهم لان لي tortues terrestres même si elles sont abondantes et communes نمشي للغابه كدور كتجبر لي tortues تبارك الله هذا mais elles sont soumises selon l'IUCN ils sont classées vulnérables VU. Les tortues terrestres Testudograica est aussi donc inscrite la convention, la convention de Washington. Il y a la CITES justement, c'est-à-dire le transport, la vente, l'exploitation commerciale les animaux, les plantes, les tissus, les animaux, la peau, les cornes, les bretons. Et donc مع دابا المغرب حتى هو عنده لا سيتيس ديالو الى سيني راتيفي. عندنا لا سيتيس ماروكان وفي لا سيتيس ماروكان عملوا لا طورتو اي دونك فيها الحبس وفيها كنظن هي 10000 درهم بوغ الى حصلوك عندك اون طورتو. دونك سكي في كو ils ont payé donc 200 000 euros. La prison je sais pas,
ولكن خرجت عملت بوم في الجرائد وفهذا et c'est une bonne chose parce que d'ailleurs maintenant, ça fait très peu de temps, la loi marocaine ديال les aires protégées خرجت في 2010. ملي كنهضروا على les aires protégées يعني كنهضروا على conservation ديال la biodiversité ديالنا 2010 ولكن دابا راهي طبقات خرجت في المزايد ديالها et donc les stratégies commencent, les départements de forêt commencent donc à travailler sur ces stratégies, etc. Donc tout ça pour vous dire que si une espèce est abondante, qu'elle est répandue, etc., cela ne veut pas pour autant dire que c'est une espèce qui n'est pas menacée. Il y a d'ailleurs un exemple dans un livre, où l'exemple qui est un très beau texte que je mets souvent, donc toujours à mes étudiants de master, sur le cours de la biologie de la conservation, et qui parle de la tourte. La tourte, c'est le pigeon voyageur. وكتب عليه d'une manière poétique أنه كان un peu partout, c'était un oiseau qui volait, il avait tous les abris qu'il voulait, il avait de l'alimentation, il était là-bas et pourtant qui a fini par disparaître. Donc nous devons tirer des leçons de ce genre de choses que et d'ailleurs surtout l'IUCN au début ما كانتش عامله les catégories de non menacées, elle s'intéressait que aux espèces menacées, mais après donc elle s'est rendue compte que les espèces non menacées étaient aussi intéressantes لأن من هنايا يقدروا يطلعوا في الدرجه اللي فوق منهم et devenir des espèces menacées. Les espèces qui ont des données insuffisantes, data deficient, donc on n'a pas assez de données pour pouvoir évaluer une espèce. Il y a une espèce qui est très rare, rarissime, etc., qui n'existe que dans un petit point, etc. Par exemple, ici au Maroc, on a un exemple. Je donne généralement des espèces d'amphibiens et des reptiles, ce sont les animaux que je connais le plus. On a un petit, c'est pas un lézard, c'est un ceps, un petit animal qui est le ceps d'Ebner, qui est connu que de 3 populations, enfin de 3 points où on l'a trouvé dans la région de Fès. Et actuellement on l'a plus revu, mais il y a une photo. Donc cet animal est catégorisé comme DD, data deficient. On n'a pas de données pour pouvoir dire que c'est une espèce. Il a même peut-être disparu, mais il faut... Alors non évalué, c'est lorsque un taxon n'a pas été confronté les critères ou les هذا ديال l'IUCN. باقي ما طبقناش عليه. On saute là-dessus. Alors, si vous allez sur le document comme les guidelines, les directives de l'IUCN, on essaye de faire des propositions de changement. Il y a des termes. Les termes sont importants. Un discours on doit se mettre d'accord sur les termes qu'on va utiliser. Maintenant, on parle en français, ou là en arabe, ou là en anglais. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Mais aussi, nous sommes ici dans un cadre universitaire, donc je sais que je m'adresse à des étudiants universitaires. Si je veux expliquer ça et que j'ai devant moi des paysans ou bien des petits écoliers, je peux leur faire le même cours, mais je vais en d'autres termes. Ça c'est pour vous donner un exemple. ماشي هادشي mais c'est un exemple. يعني إلا بغينا نهضروا خصنا نكونوا كنتفاهموا، نكون عندنا un langage. Donc l'IUCN عندها des termes ديالها اللي كاينين في les directives, في les guidelines, et qui sont des termes d'origine, des termes d'écologie, mais avec des petites différences pour pour expliquer de manière pratique, etc. L'IUCN utilise pour toute cette liste de termes, on ne va pas rentrer dans les détails ديالهم كاملين, mais on va au moins voir par exemple les 3 premières pour population, taille de population, sous-population, individu, et les autres, vous pouvez donc, si vous voulez voir plus de détails. Alors on commence par le premier qui est la population et la taille de la population. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve les critères A, C, D. Combien de catégories on a de l'IUCN? Combien? 9. Et les critères?
A, B, C, D, E. Ok? Donc, à chaque fois que l'IUCN écrit, c'est pris de le document de l'IUCN, on vous dit le mot, le terme, et on vous dit où est-ce que vous allez le trouver. Donc, maintenant, population et taille de population, on va le trouver dans A, C et D. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une population? Un ensemble d'individus qui appartiennent à la même espèce. Ça fait. Hein? Qui partagent même ressources. Bref, il y a dans la notion de population, il y a une notion spatio-temporelle, c'est-à-dire, certes, c'est vrai, un nombre d'individus de la même espèce, mais qui partagent donc les mêmes ressources, le même habitat. Donc, même habitat, c'est spatial, spatial, mais aussi temporel. On peut avoir une population de singes qui vivent à l'Elam, qui vont disparaître. 30 ans après, va apparaître une autre population, ou bien population peut-être pour les insectes aquatiques, on a une population qui vit dans l'eau, dans un lac. Le lac s'assèche, et puis lorsque le lac est remis en eau, lorsque vient la saison donc de pluie, il y a d'autres, donc c'est une autre population. La taille de la population, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'individus qui constituent la population. Comme ce qu'on normalement, ce sont la formation de base d'hier. Donc la taille de population, c'est le nombre d'individus qui ça c'est en écologie. Pour les lycéennes et pour faciliter les choses et les rendre plus pratiques, quand elle dit la taille de la population, ça veut dire le nombre d'individus matures, uniquement les individus qui peuvent se reproduire. D'accord? Donc, dès qu'on a la taille de la population, on va voir uniquement les populations qui vont se reproduire. Si on se pose un peu la question à nous-mêmes, pourquoi à votre avis? Pourquoi quand on parle on veut faire des catégories, c'est l'état de conservation. Un taxon, on parle que des individus matures. Alors, est-ce que les individus matures vont pouvoir se reproduire? Et les individus petits vont peut-être se reproduire. Les individus qui sont trop âgés, on veut voir la continuité, la survie de la population. Et la population ne peut continuer que s'il y a des individus matures qui peuvent se reproduire. Il y a même les individus qui vont se reproduire, peut-être que la population. Ok? Donc, le terme ici de taille de population pour les lycéennes, c'est uniquement, on va leur donner le chiffre uniquement des individus qui peuvent se reproduire, qui sont matures sexuellement. Alors, il y a un autre terme qui est la sous-population et qu'on va trouver dans les critères B et C. Alors, les sous-populations, c'est des groupes distincts de la population. Maintenant, il y a une population dans des habitats, dans le même habitat, un macro-habitat, on va dire, mais dans des zones, on va trouver des individus de la même population, c'est ce qu'on met dans des groupes distincts, maintenant sur le plan géographique, c'est ce que l'IUCN appelle sous-population. Par la suite, je vais vous montrer un schéma et vous comprendrez, bon, d'abord les individus matures. Alors les individus matures, on les trouve dans les critères A, B, C et D. Et c'est le nombre d'individus matures qui peut être soit connu, on le connaît, on est sûr, on va dire 500 individus, parce que je travaille ici, par exemple, je suis forestier, je travaille dans une zone où je fais des comptages d'animaux, on a des gazelles ou des cerfs de Berbérie et je sais exactement le nombre, ou bien connu, il y en a connu, qui est connu par, j'ai demandé aux gens, j'ai vu moi-même quelque chose, ou bien estimé, je vais faire une estimation, ou bien déduit. Alors déduit, on va dire pourquoi l'IUCN entre dans ces détails. Est-ce que vous pensez que c'est facile
de connaître exactement le chiffre d'individus dans une population, et en plus mature. C'est pas facile, sauf si on fait une étude vraiment, ou bien on va faire des enquêtes, on va travailler là-dessus et on va enquête pour des gens qui vivent vraiment dans une région et qui ont HADA. On peut faire une estimation, on peut dire soit 1000, 320, 5000, c'est une estimation. Estimation, ماشي غنعملوها هكذا وكان au hasard, de manière aléatoire, mais parce qu'on a des données qui nous permettent de dire ça. Ou bien déduit. Alors par exemple, déduit, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on travaille sur certains, les mammifères sont très difficiles pour les voir sur le terrain. Alors il y a des animaux qui font des terriers, des petits mammifères, يعني الغيران كيعملوا الغيران. Donc on peut aller et compter le nombre de terriers, et à partir du terrier, on peut déduire. Déduire هو كنستنتجوا العدد ديال etc. Donc هادو c'est donc on va l'IUCN, puisqu'elle essaye de faciliter la tâche. ما تقولناش sinon je veux le nombre exact. Elle dit si possible le nombre connu اللي هو هذا, le nombre estimé et même le nombre déduit كاملين جائزين زعما. Alors il y a autre chose, il y a si on réintroduit des animaux. Est-ce que vous savez la différence entre les introductions et les réintroductions? Non? Alors, introduire, c'est ramener une espèce dans un milieu d'où elle n'est pas originaire. Par exemple, pour les reboisements, ici, on a introduit l'eucalyptus. Est-ce que l'eucalyptus est une espèce marocaine? Non, enfin, je pense qu'il y a pas de dizaines, même des centaines d'espèces d'eucalyptus. Mais l'eucalyptus, c'est une espèce australienne qui vient de l'Australie. Apparemment, elle a été introduite pour la première fois dans la région des Melélines parce que c'était une zone marécageuse. فيها الضايات بزاف الماء etc. Et donc pour l'utiliser pour l'agriculture, il fallait donc يزولوا منها الماء باش ما تبقاش كامله بالجلد ديال الماء. والeucalyptus il est connu comme étant une espèce qui souffle le main, d'accord, mais le sol, et il a été utilisé. Il continue à être utilisé parce que c'est une espèce envahissante. Ou même bien les particularités des espèces qu'on introduit et qui sont considérées comme des espèces envahissantes, c'est que ce sont des espèces qui ont certaines caractéristiques, qui se reproduisent rapidement. Il y a un domaine taux R extrêmement élevé, qui ne sont pas exigeantes du point de vue écologique. Il y a un effet مازلتيهم غيطلعوا. Ils n'ont pas de besoin ni مرسوم شي ni ما بزاف ni هذا. Donc هذوما اصلا les caractéristiques. Et donc actuellement il est encore utilisé au Maroc pour l'utilisation de bois pour faire de la pâte à papier. يعني كيتربى هذا عنده الانتاجيه ديالو هذا. Alors, ça, ce sont des espèces introduites. Généralement, les introductions sont rarement positives. Généralement, elles sont négatives. Par contre, les réintroductions sont presque toujours positives. Réintroduction quoi? On va prendre l'exemple le mouflon à manchette. Si vous avez suivi mon cours de S4 de vertébrés, le mouflon à manchette. Donc c'est un mammifère de grande taille, les gazelles, mais il est différent. Le cerf de Berbérie. Donc les mouflons à manchette sont des animaux qui sont en train de disparaître de la nature au Maroc. Alors les eaux et forêts prennent des individus, ils les mettent dans des réserves, dans des enclos qui يشدوا عليهم, كاينين des fermes qui يربيوهم. Donc ils sont élevés en captivité. On les aide donc pour la reproduction ديالهم. Lorsque les petits naissent, ملي كيبداو يكبروا شويش, on les relâche dans la nature. Un milieu naturel, c'est ça la réintroduction et elle est positive. D'ailleurs, pour les gens qui suivent un peu sur Facebook, le département des eaux et forêts, chaque مرة كل مرة كنشوفوا عاد ماشي بزاف هادي, ils ont réintroduit donc des cerfs de Berbérie وحتى des porcs épics. Le porc épic هو الضربان. Vous connaissez le porc épic? Le porc épic, et ils ont même introduit des femelles qui sont gravides, des femelles حوبل.
d'accord? Et sur Internet, j'aime beaucoup en avoir. Je les reproduis d'ailleurs à chaque fois sur ma page Facebook parce que c'est des choses qui m'intéressent. Donc ça, ce sont des réintroductions dans la nature. Alors, même dans ce cas où on réintroduit pour l'IUCN, dès que le nombre d'individus, on doit compter le nombre d'individus matures qu'on a réintroduits, mais on doit attendre qu'ils se reproduisent et qu'ils aient engendré des descendants viables. يعني احنا كنقولوا ان بالنسبه للIUCN les individus matures, donc ce sont les individus qui peuvent se reproduire, nombre connu, estimé, etc. إذا وقعت une réintroduction في ديك la population, il faut voir les individus, نحسبوا les individus matures بالحق نستناو حتى يتوالدوا jusqu'à ce qu'ils se reproduisent ويكونوا ولادهم يعيشوا يعني des descendants viables mais موتوش عاد on peut compter, d'accord? J'insiste في هادو et ça va être important pour passer votre examen. Alors, c'est des schémas qui vont vous expliquer ce que je viens de vous raconter. Alors là, on a une population de quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Des requins, d'accord? Donc ça, c'est des requins. Ça, c'est la mer et ça, c'est la terre, le continent. Donc vous avez des requins. Vous voyez, on a des ailerons, des petits ailerons et des grands ailerons. Donc les petits, c'est quoi? C'est les petits individus, c'est-à-dire les petits qui ne sont pas matures, qui ne peuvent pas ici. Donc c'est une schématisation. Alors ça, c'est une population. Ça, c'est la taille de la population. Seulement les individus matures. On met les comme entourés avec des cercles. Et puis on a, ça c'est les sous-populations. C'était la même population, mais elle est répartie géographiquement dans des endroits. Ok? Ça fait, c'est compris, population, sous-population, mature, machine mature, etc. Et puis donc, génération, on va passer là-dessus. On va passer sur la réduction, les fluctuations, le déclin, la fragmentation. Et là, on va parler de la zone d'occurrence parce que nous, on connaît, vous connaissez les zones de répartition. C'est un espace où se répartit l'espèce. Mais peut-être la zone d'occurrence, vous ne la connaissez pas. Alors ici, vous avez schématisé en jaune, l'espèce existe là. Mais là, l'espèce n'existe pas. D'accord? Ce qu'on appelle zone d'occurrence, c'est la superficie générale qui est délimitée par une ligne imaginaire. Cette ligne, elle est imaginaire. Je l'ai tracée, mais de telle manière qu'elle inclut toutes les zones où l'espèce, où je sais que l'espèce existe. Donc, la plus continue et la plus courte, la plus courte, donc j'essaie de faire le plus court possible, de couper d'aller vers Hadik. Donc c'est une ligne imaginaire, donc la plus courte possible pour que de telle manière qu'elle renferme, donc tous les zones ou les sites où l'espèce est connue. Où moi j'ai vu l'espèce ou quelqu'un, donc où les sites connus. Ah, là, c'est la même chose. Connu, nous avons vu l'espèce dans cette région, ou bien déduit à partir de traces, à partir de etc. Ou bien prévu. Peut-être que l'espèce peut être là. Bon, moi je connais par exemple les habitats de mes animaux. Je dis, on cherche un serpent. Je dis là, c'est pas possible de ne pas le trouver parce que c'est l'habitat parfait, qui est une roche, qui est une. Donc souvent on écrit dans des rapports. Maintenant on fait un diagnostic qu'on va faire en 5 jours pour une zone qui est immense. On va pas trouver, chercher les vipères ou quelque chose. Je dis, je connais, donc je suis sûre, mais l'habitat, toutes les conditions sont favorables. Donc ça c'est déduit, d'accord, de présence actuelle d'un taxon. Donc à l'exclusion des individus erratiques. C'est quoi les individus erratiques? C'est un individu et qui est donc qui n'est ni une population ni une partie de la population, etc. D'accord? Donc là, ça c'est ce qu'on appelle la zone d'occurrence. Par contre, l'aire de répartition,
la zone d'occupation, pardon, qu'on va trouver dans les critères A, B et D, c'est la superficie, la somme donc de toutes les zones ou si vous voulez, alors la zone d'occupation, c'est la superficie occupée par un taxon au sein de la zone d'occurrence qu'on a vue tout à l'heure. C'est vraiment les petits. Tout à l'heure, c'était des petites zones en jaune. Maintenant, donc, elles sont en ADA, à l'exclusion des individus errants, erratiques, donc, comme on a dit tout à l'heure. D'accord? Alors, ici, ça va être des superficies. Parce que si on veut suivre les guidelines de l'IUCN, il faut donner, souvent, on demande des chiffres. Si vous allez au le document, on va vous dire par exemple superficie inférieure à 5000 hectares, le nombre d'individus entre des chiffres, des fourchettes. Ou des individus par exemple entre 10 à 30 individus, on est en train de parler de girafes ou l'ADA, ou bien entre 3000 et 5000, et on fait, c'est simple, mais c'est simplifié. Elle nous simplifie un peu le système. On me dit en général, pour donner une idée à l'état de conservation d'un taxon, il suffit donc de suivre l'ADO et de donner des chiffres qui ne sont pas vraiment ADA, mais grosso modo, si on suit, on peut arriver à donner un état donc précis des critères, sous-critères et passer donc au plus grand qui est la catégorie. Voilà, donc là j'ai terminé. En ce qui concerne la partie du cours. Donc, je suis à votre disposition.